Elle a ouvert sa porte pour sauver une vie, sans se douter qu'elle condamnait peut-être la sienne. En cet été brûlant de 1875, sur les terres arides du haut plateau, un acte de compassion envers un guerrier étranger allait déclencher une vague de trahison et bouleverser le destin de toute une communauté. L'été s'était abattu avec une cruauté particulière sur le hameau de Valsec. 3 mois sans une goutte de pluie avaient calciné la terre, tendant les nerfs des villageois qui voyaient leurs moyens de subsistance partir en poussière. Pour Céleste Armand, une veuve de 30 ans dont le mari était tombé lors de la dernière guerre, l'existence n'était qu'une longue bataille d'endurance. Céleste vivait à l'écart, dans une ferme modeste transformée en officine de fortune. Bien qu'elle n'ait jamais étudié la médecine, elle détenait les secrets des plantes transmis par sa mère. Les habitants respectaient son savoir, mais gardaient une distance prudente, chuchotant sur cette femme solitaire qui passait ses journées à courir la garrigue pour cueillir des herbes et soigner les fièvres. L'air du matin était saturé de poussière ocre lorsque Céleste partit puiser de l'eau au ruisseau tari derrière sa propriété. Le martèlement lointain de sabots la figea sur place. Des cavaliers, à une heure si matinale, n'annonçaient rien de bon. Elle se replia précipitamment dans sa demeure, observant à travers les volets clos le passage de 5 hommes du village, fusil au poing. « Verrouillez tout, Madame Armand !» hurla l'un d'eux au passage. Des éclaireurs nomades ont été aperçus près de la ravine aux loups. Le cœur de Céleste s'emballa. La paix précaire entre les colons et les tribus des montagnes ne tenait qu'à un fil. Les rumeurs d'embuscades se multipliaient, alors que les deux camps se disputaient les dernières ressources d'un territoire assoiffé. Cette nuit-là, alors qu'un orage sec brisait enfin la chaleur étouffante, Céleste fut tirée de son sommeil par un bruit sourd contre le bois de sa porte. Un éclair illumina la pièce tandis qu'elle saisissait la carabine de son défunt époux. Les coups redoublèrent, plus insistants. « Qui est là ?» lança-t-elle, la voix plus ferme qu'elle ne le sentait vraiment. Aucune réponse, seulement un grattement faible, comme une plainte. Céleste alluma une lampe à huile et s'approcha avec méfiance. Lorsqu'elle entrebâilla le battant, un homme s'effondra sur le seuil. À la lueur vacillante, elle reconnut les traits distinctifs d'un guerrier des tribus, le flanc inondé de sang. Son instinct de guérisseuse prit le dessus sur la peur. Il était jeune, la vingtaine à peine, avec une blessure par balle qui avait traversé l'abdomen. Sans aide, il ne passerait pas la nuit. « Je dois perdre la tête », murmura-t-elle en le traînant à l'intérieur avant de barricader l'entrée. Pendant des heures, Céleste s'acharna à extraire le plomb et à endiguer l'hémorragie. Le guerrier sombrait et émergeait de l'inconscience, murmurant des paroles dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Au petit matin, la fièvre tomba. Elle savait qu'il vivrait. Ce qu'elle ignorait, c'est que le vieux Morand, la pire commère de la vallée, était passé par là à l'aube et avait jeté un œil par la fenêtre. À midi, tout Valsec savait que la veuve Armand cachait un ennemi. Le capitaine Laroche arriva peu après, escorté par plusieurs hommes armés. « Céleste, ouvrez !» Sa voix était grave et autoritaire. « Nous savons ce que vous cachez. » Céleste ouvrit la porte mais barra le passage de son corps. « Il est blessé, capitaine, à peine en vie. »« C'est l'ennemi, » répliqua l'officier, le visage dur. « Ces sauvages ont tué le jeune fils des meuniers le mois dernier. Livrez-le nous. »« Je ne vous laisserai pas lyncher un homme sans défense, » rétorqua Céleste, inflexible. « Il n'a fait de mal à personne ici. » Le visage du capitaine s'empourpra de colère. « Vous choisissez l'un des leurs contre les vôtres, après tout ce qu'ils ont fait ? » « Je choisis ce qui est juste, » répondit-elle, la voix tremblante mais résolue. « Si cela fait de moi une traîtresse à vos yeux, alors, soit. » Le face-à-face dura quelques instants pesants avant que le capitaine ne tranche. « Vous avez jusqu'à demain. Soit il est parti, soit nous viendrons le chercher nous-mêmes. » Il se tourna vers la foule amassée derrière lui. « Quiconque aide Madame Armand sera considéré comme complice. » Lorsqu'ils s'éloignèrent, Céleste referma la porte et s'y adossa, le souffle court. Le guerrier l'observait de ses yeux noirs, insondables. « Vous me comprenez ?» demanda-t-elle en s'approchant prudemment. À sa grande surprise, il hocha la tête. « Je m'appelle Kaël, » dit-il dans un français hésitant. « Pourquoi m'aider ?» Céleste s'assit près de la paillasse. « Parce que tu avais besoin d'aide, c'est une raison suffisante. » Kaël étudia son visage. « Tes gens te feront du mal pour ça ?»« Probablement, » admit Céleste. Mais je ne pouvais pas te laisser mourir sur mon paillasson. » La nuit tombée, Céleste savait qu'elle devait prendre une décision. Garder Kaël ici mettait leurs 2 vies en péril,
mais il était trop faible pour voyager loin. Elle pesait ses options quand on toqua doucement à la porte de derrière. Elle empoigna de nouveau sa carabine, mais fut soulagée de découvrir Élise, la femme du forgeron et l'une des rares personnes qu'elle considérait comme une amie. « Je t'apporte des vivres », chuchota Élise en jetant des regards nerveux par-dessus son épaule. « Et des nouvelles. Les hommes boivent à l'auberge. Ils parlent de revenir à l'aube pour en finir. »« Merci, Élise, » dit Céleste en prenant le panier. « Tu ne devrais pas être là. S'ils l'apprennent, tu as aidé trop des nôtres pour que je t'abandonne maintenant, » répliqua fermement son ami. « Mon Jacques dit qu'il y a une vieille bergerie abandonnée à 2 lieues vers l'ouest, près de la fourche de la rivière. Personne ne va plus là-bas. » Alors qu'Élise s'éclipsait dans l'obscurité, Céleste comprit ce qu'elle devait faire. Elle allait devoir quitter le foyer qu'elle avait bâti et la communauté qu'il avait jadis tolérée. Tout cela pour un étranger issu d'un peuple qu'on lui avait appris à craindre. Mais en regardant Kaël, une certitude s'imposa. Cette décision changerait tout. Elle croyait connaître le courage, la loyauté et les frontières invisibles qui divisaient les hommes. Elle se trompait. La nuit enveloppa Céleste et Kaël, tandis qu'ils se frayaient un chemin à travers le maquis dense vers la bergerie en ruine. Céleste guidait sa vieille jument, Luna, qui portait leurs maigres provisions et soutenait parfois Kaël lorsque ses forces l'abandonnaient. Le guerrier avançait avec une résilience surprenante malgré sa blessure. Mais Céleste voyait la douleur crisper ses traits à chaque pas. « Nous devons faire une halte, » insista-t-elle après 1 heure de marche. « Tes gens viendront aux premières lueurs. Nous devons être loin, » refusa Kaël en secouant la tête. « Ta plaie va se rouvrir, » argua Céleste. Mais l'expression déterminée de Kaël fit taire ses protestations. Le voyage se poursuivit dans un silence tendu, brisé seulement par le cri des bêtes nocturnes et le grondement lointain du tonnerre. L'orage menaçait de revenir, ajoutant une urgence vitale à leur fuite. Lorsqu'ils atteignirent enfin la bergerie, Céleste fut consternée par son état. Le toit s'était partiellement effondré et la porte ne tenait plus que par un gond rouillé, mais l'endroit offrait un abri et, plus important encore, une distance salvatrice avec Valsec. « Ce n'est pas grand-chose, » s'excusa-t-elle en aidant Kaël à s'installer. « C'est bien, » répondit-il simplement en se laissant glisser sur le sol poussiéreux. Céleste s'affaira à rendre l'espace habitable, balayant les débris et allumant un petit feu dans l'âtre de pierre. Tout en travaillant, elle dérobait des regards à son compagnon, s'interrogeant sur cet homme dont la vie s'était inexplicablement entremêlée à la sienne. « Pourquoi étais-tu seule » demanda-t-elle enfin en changeant ses bandages. Les guerriers ne voyagent jamais sans leur clan. Les yeux de Kaël rencontrèrent les siens, évaluant ce qu'ils pouvaient révéler. Je revenais de pourparlers de paix avec l'armée au Fort Saint-Louis. Mon frère, notre chef de guerre, m'avait envoyé parler pour notre tribu. Des pourparlers de paix ? Céleste ne put cacher sa surprise. Les journaux disent que les tribus refusent de négocier. Un sourire amer traversa le visage de Kaël. Vos journaux disent bien des choses. Mon peuple meurt, le gibier a disparu, la sécheresse tue nos récoltes. Nous ne pouvons pas nourrir nos enfants avec de la fierté. L'honnêteté brute de sa voix toucha Céleste en plein cœur. Elle n'avait jamais considéré la lutte des tribus de leur point de vue. La presse les dépeignait comme des barbares sanguinaires, incapables de civilisation ou de compromis. « Que s'est-il passé au fort ?» demanda-t-elle doucement. « J'ai parlé avec un colonel qui a promis vivres et médecine si nous acceptions de bouger vers les réserves du Nord. Quand je suis parti, des hommes m'ont suivi. Ils ne portaient pas d'uniforme. » Il effleura son pansement. Ils ont dit « Pas de paix pour les démons rouges ». La gorge de Céleste se serra. « Je suis désolé. Pourquoi ?» Le regard sombre de Kaël la sondait. « Ce n'est pas toi qui as tiré. Parce que c'est mal. Et parce que je sais ce que c'est d'être jugé pour quelque chose qu'on ne peut pas changer. » Au cœur de la nuit, Céleste partagea sa propre histoire. Comment elle était arrivée ici, venue de l'Est avec son mari avant la guerre. Comment sa mort l'avait laissée seule dans une communauté qui ne valorisait les femmes qu'en tant qu'épouse et mère. Et comment son indépendance avait toujours dérangé. « Ils me toléraient parce qu'ils avaient besoin de mes remèdes, » expliqua-t-elle. « Mais je n'ai jamais été vraiment des leurs. » Kaël écoutait avec attention. « Ta médecine est puissante. Tu as l'esprit d'une guérisseuse. Ma mère m'a enseigné. »« Moi ?» fit Céleste avec un sourire triste.
J'ai appris d'une vieille femme itinérante dans mon pays natal. Leur conversation se poursuivit tard dans la nuit, jetant un pont entre leurs cultures à travers leurs expériences humaines partagées. Céleste apprit que Kaël avait une femme et un jeune fils qui l'attendaient, et qu'avant les guerres et les exils, il était renommé pour son talent de dresseur de chevaux plutôt que pour le combat. À l'aube, une confiance fragile s'était tissée entre eux. Céleste examina la plaie et fut soulagée de ne trouver aucun signe d'infection. « La balle a évité les organes vitaux », lui assura-t-elle. « Avec du repos et des soins, tu guériras complètement. »« Alors je dois retourner parmi les miens bientôt, » répondit Kaël. « Sinon, ils me croiront mort. » Céleste ressentit un pincement inattendu à l'idée de son départ. « Où iras-tu ? L'armée traque les tribus à travers tout le territoire. »« Il existe un camp caché dans le canyon des Aigles, » dit-il après une hésitation. « Ce qu'il reste de mon clan s'y est rassemblé avec ceux qui refusent la soumission. » Cette révélation inquiéta Céleste. Si Kaël était capturé et forcé de révéler cet emplacement, ce serait un désastre pour son peuple. Leur discussion fut interrompue par le martèlement lointain de sabots. Le cœur de Céleste s'emballa, tandis qu'elle observait à travers une fente dans le bois pourri de la cabane. 3 cavaliers approchaient, avançant lentement, scrutant le sol. « Ils nous pistent », chuchota-t-elle, la gorge serrée par la peur. Kaël bougea avec une agilité surprenante, rassemblant leurs maigres affaires. « Nous devons partir, maintenant. »« Tu ne peux pas voyager dans cet état, » protesta Céleste. « Ma blessure n'aura aucune importance si nous sommes pris, » trancha-t-il d'un ton sombre. Céleste savait qu'il avait raison. Elle étouffa rapidement le feu et aida Kaël à monter sur le dos de Luna. Ils se glissèrent par l'arrière de la bergerie, s'enfonçant dans les bois denses. Au moment où les cavaliers débouchaient dans la clairière, Céleste reconnut le capitaine Laroche parmi les hommes. Réaliser qu'il avait personnellement rejoint la traque la glaça jusqu'aux os. Il ne s'agissait plus de ramener un guerrier fugitif à l'armée. C'était devenu une vendetta personnelle. En s'enfonçant plus profondément dans la nature sauvage, Céleste comprit qu'elle avait franchi un seuil de non-retour. Elle était désormais une fugitive aux côtés de Kaël, liée par une décision qui avait balayé sa vie d'avant. Pourtant, en jetant un coup d'œil au guerrier blessé qui se tenait droit malgré la douleur, elle ne ressentit aucun regret. Pour la première fois depuis des années, ses actions étaient en parfait accord avec sa conscience, quel qu'en soit le prix. « Nous trouverons un moyen, dit-elle, plus pour elle-même que pour Kaël. Nous traverserons cela. » La forêt de pins céda progressivement la place à un maquis rocailleux et aride, alors que Céleste et Kaël poussaient vers l'ouest. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur fuite in extremis de la bergerie. 3 jours de voyage prudent, se cachant à la lumière du jour et avançant sous le couvert de l'obscurité. L'état de Kaël s'était remarquablement amélioré, bien que Céleste remarqua qu'il ménageait toujours son flanc blessé. « C'est encore loin, le canyon des Aigles ?» demanda Céleste, alors qu'il se reposait à l'ombre d'un éperon rocheux. Le soleil de midi frappait impitoyablement, rendant tout déplacement impossible avant le soir. « 2 jours, peut-être 3, répondit Kaël, scrutant l'horizon avec des yeux exercés. « La terre devient plus difficile avant d'y arriver. » Céleste hocha la tête, économisant son eau en prenant une minuscule gorgée à sa gourde. Leurs provisions diminuaient dangereusement. La sécheresse avait tari bon nombre des ruisseaux sur lesquels ils comptaient. « Il y a un comptoir près d'ici, » dit Kaël, notant son inquiétude. « Tenu par un homme différent des autres. Il commerce avec tous les peuples, peu lui importe la couleur de la peau. »« Est-ce sûr ?» demanda Céleste avec hésitation. « Plus sûr que de mourir de soif, » répondit Kaël, avec cette pointe d'humour sec qui avait émergé durant leur périple. Au crépuscule, ils approchèrent du comptoir, une bâtisse en bois patiné nichée contre le flanc d'une colline. Une unique lanterne brillait à la fenêtre, un phare dans l'obscurité grandissante. Céleste se sentait exposée, ses nerfs à vif à chaque pas. « Attends ici, dit-elle à Kaël, qui se dissimula derrière un bosquet de genévriers. Si quelque chose arrive, n'essaie pas de m'aider, rejoins les tiens. » Avant qu'il ne puisse protester, elle lissa sa robe usée par le voyage et marcha vers le poste. La porte grinça lorsqu'elle entra, attirant l'attention d'un vieil homme à la barbe grise hirsute et aux yeux bleus perçants. « On ne voit pas beaucoup de visiteurs par ici ces temps-ci, dit-il en posant le livre qu'il lisait, et encore moins des femmes seules. »
J'ai besoin de provisions, répondit Céleste, tentant de garder une voix stable. De l'eau, de la viande séchée et des médicaments si vous en avez. L'homme l'étudia attentivement. Vous fuyez quelque chose ou quelqu'un? Céleste se tendit, sa main glissant subtilement vers le couteau caché dans sa poche. Le vieil homme eut un petit rire. Détendez-vous, la petite, ce ne sont pas mes affaires. Je m'appelle Jérémie Vasseur. Je fais du commerce sur ce territoire depuis 30 ans. J'ai vu passer toutes sortes de gens. Céleste hésita avant de répondre. Je suis Céleste. Juste Céleste? Jérémie haussa un sourcil. Juste Céleste, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir, répliqua-t-elle fermement. Jérémie hocha la tête avec appréciation. C'est de bonne guerre. Maintenant, voyons pour ses provisions. Tandis que Céleste rassemblait ce dont ils avaient besoin, Jérémie se dirigea vers la fenêtre, regardant dehors dans la nuit. Votre ami peut entrer aussi bien, les nuits deviennent froides. Céleste se figea. Je ne vois pas de quoi vous parlez. J'ai vécu aux côtés des tribus pendant des décennies, dit Jérémie calmement. Je sais comment il bouge, comment il se cache. Dites-lui qu'il est le bienvenu, mais qu'il laisse son couteau dehors. Stupéfaite, Céleste fit signe à Kaël, qui entra prudemment dans le comptoir quelques minutes plus tard. Jérémie leur offrit du café chaud et une place près du poêle, ne posant aucune question sur leur situation, mais partageant des nouvelles qui les glacèrent tous deux. « L'armée est passée par ici 2 fois cette semaine, leur dit-il. Il cherche un guerrier qui se serait échappé et une femme blanche qu'il qualifie de sympathisante. Il y a une prime pour toute information. » « Qu'est-ce que vous leur avez dit ?» demanda Céleste, la gorge nouée. « Je leur ai dit que je n'avais vu ni la queue ni les oreilles de l'un ou de l'autre, répondit Jérémie, ce qui était vrai à ce moment-là. Ce qui se passe maintenant reste entre nous. Alors que la nuit s'épaississait, Jérémie révéla qu'il avait épousé une femme d'une tribu des plaines il y a des années, vivant avec son peuple jusqu'à sa mort 5 ans plus tôt. Sa position entre 2 mondes lui avait donné une perspective unique sur le conflit qui ravageait le territoire. La plupart des gens des 2 côtés veulent juste vivre en paix, observa-t-il. Ce sont ceux qui ont soif de terre ou de pouvoir qui entretiennent le carnage. Au matin, reposés et ravitaillés, Céleste et Kaël se préparèrent à partir. Jérémie leur fournit une carte sommaire indiquant les points d'eau cachés et les patrouilles de l'armée à éviter. Il y a un endroit marqué où les parois du canyon s'élèvent comme des cathédrales. Il se tourna vers Kaël. Dis à Aigle Noir que le passeur lui envoie ses respects. Les yeux de Kaël s'agrandirent en reconnaissant le nom. « Tu le connais ? Notre chef a commercé avec lui quand il n'était qu'un garçon, confirma Jérémie, avant toute cette folie. » En quittant le comptoir, Céleste ressentit un regain de détermination. Jérémie lui avait rappelé que l'humanité pouvait transcender les frontières artificielles de la race et de l'allégeance. Leur voyage continua à travers un paysage de plus en plus désolé. Kaël partageait des histoires de son peuple, leurs traditions, leurs croyances et la lutte désespérée pour maintenir leur mode de vie face à des forces écrasantes. Céleste écoutait, absorbant une perspective qui contredisait tout ce qu'on lui avait appris sur les sauvages. Au 6e jour depuis leur départ de Valsec, le désastre frappa. Alors qu'ils traversaient un plateau exposé, le tonnerre lointain de sabots les alerta. Nulle part où se cacher. Ils pressèrent Luna, fonçant vers une ravine qui promettait un couvert. Les poursuivants gagnaient du terrain rapidement. 4 hommes, dont l'un que Céleste reconnut avec effroi comme étant Thomas Morand, le fils de la commère du village. Ils étaient piégés, bien plus loin qu'elle ne l'avait imaginé possible. « Va-t'en !» pressa Kaël, alors qu'ils atteignaient la ravine. « Je vais les attirer ailleurs. »« Non !» protesta Céleste. « Nous restons ensemble. » Mais Kaël avait déjà glissé du dos de Luna, bougeant avec la grâce fluide d'un guerrier rétabli. « C'est moi qu'ils veulent, plus que toi. Peut-être peux-tu encore retourner à ta vie. » Avant que Céleste ne puisse argumenter davantage, Kaël pressa un objet dans sa main, une petite bourse en cuir décorée de perles complexes. « Pour te protéger, dit-il doucement. Souviens-toi de ce que je t'ai appris sur mon peuple. Dis aux autres la vérité de ce que tu as vu. » Sur ce, il s'élança, laissant délibérément des traces alors qu'il filait vers l'est, tandis que Céleste continuait vers le nord, vers le canyon. La stratégie fonctionna. Quelques instants plus tard, elle entendit les cavaliers changer de direction, suivant la piste de Kaël. Céleste pressa le pas, seule,
les larmes ruisselant sur son visage alors que la culpabilité et la peur se livraient bataille en elle. Avait-elle mené Kaël à sa mort? Saurait-elle jamais ce qui lui était arrivé? La nuit tombée, elle établit un campement dans une alcôve abritée, serrant la bourse perlée comme si elle pouvait la relier à lui. À l'intérieur, elle trouva un petit cheval sculpté dans le bois. Elle se souvint qu'il lui avait dit que c'était un symbole de liberté et de force pour son peuple. Cette nuit-là, sous la ronde des étoiles, Céleste prit une décision. Elle continuerait jusqu'au canyon et délivrerait le message de Kaël aux siens. C'était la seule façon d'honorer ce qu'ils avaient partagé, une connexion brève mais profonde qui avait à jamais altéré sa compréhension de la cruauté et de la compassion humaine. Les murailles vertigineuses du canyon des Aigles se dressèrent devant Céleste telle une forteresse naturelle, peinte de strates d'ocre, de sang et de craie. Après 8 jours d'un voyage harassant, elle touchait enfin au but. Guidée par la carte griffonnée par Jérémie et les repères décrits par Kaël, elle avançait avec prudence. Luna, sa jument, était épuisée, ses flancs creusés par l'effort, mais Céleste savait que les éclaireurs de la tribu l'observaient probablement depuis longtemps, invisible dans la roche. Elle avait répété 100 fois les mots que Kaël lui avait enseignés, une simple salutation dans leur langue gutturale et chantante, son seul rempart contre une mort immédiate. Lorsque les éclaireurs surgirent enfin du paysage, comme s'ils naissaient de la pierre elle-même, Céleste leva lentement les mains et prononça la phrase rituelle. Les guerriers échangèrent des regards, visiblement stupéfaits d'entendre leur langue sur les lèvres d'une femme blanche. « Je porte des nouvelles de Kaël », ajouta-t-elle en français, espérant être comprise. « Et un message du passeur. » Ces noms produisirent un effet immédiat. Après une brève concertation, les hommes l'escortèrent vers un sentier dérobé qui plongeait dans les entrailles du canyon. Céleste ressentit un mélange de peur et d'émerveillement alors qu'il descendait vers un monde que peu d'étrangers avaient eu le privilège de contempler. Le campement était plus modeste qu'elle ne l'avait imaginé. Une trentaine de tentes en peau étaient disposées en demi-cercle contre la paroi du canyon. Les femmes s'interrompirent dans leur labeur pour la dévisager lors de sa traversée du camp. Des enfants se faufilaient derrière les jupes de leur mère, jetant des coups d'œil curieux à l'étrange visiteuse. Au centre du bivouac, une silhouette imposante les attendait. Aigle Noir, le chef, toisa Céleste avec des yeux pénétrants qui lui rappelèrent intensément ceux de Kaël. « Tu parles de mon frère ?» dit-il dans un français rocailleux. « Où est-il » Le cœur de Céleste se serra en entendant la confirmation de leur lien de sang. « Il a été blessé près de Valsec. J'ai soigné ses plaies et l'ai aidé à fuir, mais nous avons été pris en chasse. Il y a 4 jours, il a détourné les pisteurs pour me permettre de vous atteindre avec son message. » Le visage du chef resta de marbre, mais Céleste remarqua que ses jointures blanchissaient sur le bois de son bâton de commandement. « Quel message ?»« Il voulait que vous sachiez que les pourparlers au Fort Saint-Louis étaient un leurre, » expliqua Céleste. « Il a été pris dans une embuscade à la sortie du fort par des hommes qui n'étaient pas des soldats, mais qui agissaient avec l'aval de l'armée. » Aigle Noir hocha sombrement la tête. « C'est ce que nous soupçonnions. Et le message du passeur ?» Céleste répéta les mots de Jérémie et présenta la bourse perlée que Kaël lui avait confiée. Aigle Noir l'examina, une lueur de reconnaissance adoucissant momentanément ses traits sévères. « Mon frère a fabriqué ceci pour son fils, » dit-il doucement. Il ne s'en serait pas séparé s'il n'avait cru que son retour était incertain. Le poids de ses paroles s'abattit lourdement dans l'air tiède du canyon. Céleste sentit les larmes monter, mais les refoula. « Je ne crois pas que Kaël soit mort, » affirma-t-elle avec plus de conviction qu'elle n'en ressentait. « Il est fort et rusé. Il a mené les traqueurs loin de nous, délibérément. » Une femme âgée s'était approchée durant leur échange. Elle parla rapidement à Aigle Noir dans leur langue, faisant quelques gestes en direction de Céleste. « Chant d'oiseau, notre matriarche. Dis que tu as des mains de guérisseuse, » traduisit Aigle Noir. « Elle demande pourquoi tu risquerais ta vie pour l'un des nôtres. » Céleste pesa sa réponse. « Parce que la guérison est ma vocation. Et parce que votre frère m'a montré la vérité qui existe au-delà des mensonges que l'on nous raconte les uns sur les autres. » Sa réponse sembla satisfaire la vieille femme, qui hocha la tête avec approbation. Aigle Noir étudia Céleste un long moment avant de reprendre la parole. « Tu resteras avec nous ce soir. Demain, nous déciderons de ce qui doit être fait. » Céleste fut conduite à une petite tente pour se reposer. Chant d'oiseau lui apporta des vivres et examina l'état de Luna, appliquant un onguent sur les sabots usés de la jument.
Alors que l'obscurité envahissait le canyon, Céleste s'assit devant son abri, observant le peuple du canyon vaquer à ses rituels du soir. Malgré leur situation précaire, traqués par l'armée, luttant contre la sécheresse et l'exil, une dignité et une cohésion émanaient de cette communauté qui la toucha profondément. « Ils disent que tu as sauvé mon père ». Céleste se tourna pour trouver un garçon d'une dizaine d'années debout près d'elle. Ses traits étaient une version plus jeune de ceux de Kaël. « Tu parles très bien notre langue », dit-elle surprise. « Mon père m'a appris », répondit le garçon en s'asseyant en tailleur à ses côtés. Il disait que connaître la langue de l'homme blanc pourrait me sauver la vie un jour. « Ton père est très sage », dit doucement Céleste. « Eh oui, j'ai essayé de l'aider quand il était blessé. Reviendra-t-il » La question du garçon portait l'espoir vulnérable de l'enfance, perçant le cœur de Céleste. « Je crois qu'il essaiera de toutes ses forces », répondit-elle avec honnêteté. Leur conversation fut interrompue par une agitation soudaine à l'orée du camp. Les guerriers se rassemblèrent, armes prêtes, alors qu'un petit groupe approchait de l'entrée du canyon. Céleste se leva, plissant les yeux dans la pénombre grandissante. Et alors, telle une apparition née de ses prières, Kaël émergea parmi eux, soutenu par 2 guerriers. Il était meurtri et épuisé, mais indubitablement vivant. Les jambes de Céleste la portèrent vers l'avant avant même qu'elle ne puisse réfléchir. Les rangs s'écartèrent lorsque Kaël l'aperçut, un air d'incrédulité traversant son visage marqué. « Tu as réussi », dit-il simplement lorsqu'ils furent face à face. « Toi aussi », répondit-elle, la voix brisée par l'émotion. Plus tard, après que Kaël eut retrouvé son fils et son frère, il raconta son périple. Il avait mené ses poursuivants dans un cul-de-sac rocheux où des alliés d'une autre tribu campaient, ce qui avait permis la capture des hommes qui les traquaient. Grâce aux captifs, ils avaient appris que l'armée planifiait une campagne majeure contre les derniers groupes libres du territoire. « Nous devons quitter ces terres bientôt », annonça Aigle Noir à la tribu rassemblée. « Les soldats finiront par trouver cet endroit. » Le conseil des anciens débattit tard dans la nuit. Certains plaidaient pour combattre jusqu'au dernier guerrier, d'autres pour tenter d'atteindre les hauts plateaux où l'armée peinerait à les suivre. Kaël préconisait de chercher une alliance avec d'autres tribus ayant réussi à éviter les réserves. À travers tout cela, Céleste resta silencieuse, une étrangère témoin de l'agonie d'un monde et de la résistance farouche d'un peuple. Lorsque l'aube approcha et que le conseil se dispersa enfin, Kaël la trouva près des braises mourantes du feu. « Tu devrais retourner parmi les tiens, » dit-il doucement. « Ce qui vient maintenant n'est pas ta bataille. » Céleste leva les yeux vers l'homme qui avait transformé sa vision du monde. « Je n'ai plus personne vers qui retourner, » répondit-elle. « Valsec m'est fermé désormais. »« Alors que feras-tu » demanda Kaël. Céleste considéra la question qui la hantait depuis leur fuite. Il y a des colonies vers l'ouest, au-delà des montagnes, où les gens se soucient moins d'où l'on vient que de ce que l'on peut offrir. Jérémie a mentionné une ville franche, Saint-Lazare, qui manque cruellement de guérisseurs. Kaël hocha la tête, pensif. Un nouveau départ pour nous tous, peut-être. Ton fils parle parfaitement ma langue, ajouta Céleste. Il y a peut-être un endroit où ton savoir et tes compétences seraient valorisés plutôt que craints. Un sourire triste effleura le visage de Kaël. Peut-être. Mais d'abord, je dois aider mon peuple à traverser cette obscurité. Alors que le camp s'éveillait autour d'eux, Céleste comprit que leur chemin allait bientôt diverger. Pourtant, quelque chose de profond avait été forgé entre eux. Un pont entre 2 mondes que ni l'un ni l'autre n'avait cru possible. Avant que Céleste ne quitte le canyon 3 jours plus tard, ravitaillée et guidée par des guerriers qui assureraient son passage vers l'ouest, Kaël lui offrit un dernier présent. Un petit sac de médecine rempli d'herbes rares, orné d'une unique plume d'aigle. « Pour ta protection sur la route, dit-il, faisant écho à ses mots d'il y a quelques jours, et pour te souvenir que des ponts peuvent être bâtis, même en temps de guerre. » Céleste effleura doucement la plume. « Je raconterai ton histoire, promit-elle. La vraie histoire, pas celle imprimée dans les journaux ou enseignée aux enfants. » Alors qu'elle s'éloignait du canyon des Aigles, Céleste emportait avec elle bien plus que des souvenirs. Elle emportait la certitude que la plus grande force de l'humanité ne résidait pas dans la conquête, mais dans le lien. Dans le courage de voir au-delà des frontières et de reconnaître l'esprit partagé qui unit tous les peuples, peu importe la couleur de leur peau ou la langue de leur prière. Dans les années qui suivirent, Céleste tint sa promesse.
Elle devint renommée à travers les territoires du Sud, non seulement pour ses talents de guérisseuse, mais pour sa sagesse rare concernant les cultures indigènes que la plupart des colons ne regardaient qu'avec peur et suspicion. Et bien qu'elle ne revit jamais qu'à elle, son influence façonna le reste de son existence. Une vie dédiée à construire des ponts plutôt que des murs, dans une terre déchirée par le conflit et l'incompréhension.